Je suis venu, j'ai vu, et j'ai vaincu. T'appelles ton pire conseil qu'on t'ait donné dans ta vie de grand grimpeur de CETA. Et si j'arrive pas à faire ça, je suis une énorme merguez. Et ils vont se faire des séances tous les jours. Et ils arrivent, ils ont mal, ils ont des tendinites. Et là, je lui dis, mais frérot, déjà bois de l'eau. T'as un mental de chip, c'est que t'iras jamais en haut de tes projets. Ah, il faut que j'aille pisser, moi, les gars. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Salut tout le monde et bienvenue sur Entre Grimpeurs. On est en live sur YouTube tous les lundis à 18h. Aujourd'hui, c'est un sujet, une thématique très importante pour tous ceux qui font de l'escalade. On va vous donner nos meilleurs conseils pour pouvoir progresser dans notre discipline, que ce soit en bloc et en voie. Et aujourd'hui, il manque Guillaume. Guillaume qui était en festival hier et qui n'a pas pu répondre présent. Je suppose que ce n'était pas un festival de grimpe. C'était peut-être l'Outdoor Mix Festival. En tout cas, on ne sait pas. On n'a plus de nouvelles depuis quelques heures. Mais en tout cas, on a aujourd'hui l'immense plaisir d'être avec deux grimpeurs chevronnés. Amael, ici présent, dit Abloc Insta. Et Papel Pedro, dit Papel. Que pour les intimes. Pour les intimes. Mais il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Que pour les intimes. Appelez-le Pierre. Il va kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à participer au live. Aujourd'hui, on a besoin de vous. On va mettre en avant tous les commentaires qui seront sélectionnés par notre soin. Donc, il faut que ce soit pertinent. N'hésitez pas à participer. C'est ça qui donne de la rondeur et un peu de caractère au podcast. Vous le savez, objectif 1000 abonnés. À partir de 1000 abonnés, on commencera à inviter des personnalités du monde de l'escalade. On a les contacts pour vous proposer des belles choses et faire grossir le podcast comme il se doit. Podcast numéro 1 du game, disponible sur Spotify. N'oubliez pas les 5 petites étoiles. Et on va commencer cette émission par un petit tour de table dans l'ordre des rubriques. Amael, donne-nous un petit peu tes actualités en ce moment. Eh bien écoute, actualité en ce moment, toujours le même programme. Je bosse sur mon projet qui arrive sous peu. L'idée c'est de vous proposer un entraînement, un coaching un petit peu individualisé. Et pourquoi pas vous proposer jusqu'à 2 ans d'entraînement. Voilà, on en reparlera peut-être un petit peu plus en détail au cours de cette émission. Mais sinon, tout est à suivre sur mes réseaux, Abloc Insta ou Abloc sur YouTube. J'ai hâte de partager avec vous tout ça. Pierre, dis-nous, 900 € de Ma 900 moto, € de réparation là. Ok. Qu'est-ce qui s'est En passé gros, dans ta j'ai vie dû changer ma ligne d'échappement et le silencieux de ma moto. Parce que habitant à La Réunion, il s'avère que l'air est très salé. Il y a la mer juste à côté, ce qui envoie beaucoup d'iode, beaucoup de sel. Et du coup, le pot a rouillé, ce que j'ai pas vu à cause de la bande thermique qui entourait le dit pot d'échappement. Et bref, il a pété, il s'est fissuré, puis il y a eu un trou dedans, j'ai dû le changer. J'avais quelques autres petits trucs à faire sur la moto, et voilà, 900 balles comme ça en début de mois, ça, j'étais ravi, mais au moins maintenant, la moto ronronne. Le bruit est très joli, je suis très content, très satisfait, et elle roule très très bien, donc ça fait un peu chier, mais sinon ça va. Et à part ça, niveau actualité, toujours beaucoup de taf, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. D'une semaine à l'autre, malheureusement, ça ne change pas beaucoup. Du travail. Un peu comme toi, Maël, je suis en train de bosser sur ma formation qui amènera n'importe qui à pouvoir enchaîner des voies du 7e degré qui sortira dans un petit bout de temps. Parce qu'ici, on fait les choses bien et que ça prend le temps que ça prend de créer ça. Donc, j'en reparlerai sûrement en temps et en heure. Et en gros, voilà, je suis trop fier de moi parce que j'ai enfin décidé d'avoir un feed un petit peu cohérent sur Instagram et j'ai complètement revu le design des réels qui allaient venir. Donc, ça aura un petit peu plus de gueule.
Et voilà, pour moi, c'était un peu compliqué parce que le design, c'est vraiment pas mon truc. Je suis trop nul là-dedans. Je suis éclaté au sol. Mais là, peut-être ce sera un peu classe. On verra ce que vous en pensez. Et toi, Baptiste? Bon, bah, trop bien. Hâte d'avoir de tes nouvelles. Moi, de mon côté, sur ma chaîne perso, on va sortir un nouveau reportage sur Fred Vionnet, dit Grimpisme, un coach d'escalade qui fait de l'escalade depuis 36 ans. Et on a enchaîné avec le reportage chez Simon, spécialisé dans l'alpinisme et la verticalité, où j'ai pu faire un piolet. Ça va être deux grands formats qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Le lien dans la description, c'est sur ma chaîne perso. Sinon, rien de particulier. Toujours en précommande avec Nival. La production devrait arriver bientôt quand ce podcast sortira. Donc, si vous avez besoin d'un petit pantalon ou d'un short technique pour l'escalade, n'hésitez pas à visiter la boutique nivalclimbing.com. Et puis voilà, l'histoire, l'idée c'est d'écrire une belle histoire ensemble et de faire la prochaine grande marque du nom, la prochaine grande marque de l'escalade française. Et on le fera ensemble. Putain, mais je suis tellement dégoûté, mec, là-dessus, de ne pas avoir pu te passer ma commande à cause de pot d'échappement de Et petite question, M. Baptiste. J'ai trop le seum, j'avais mon petit panier, il était joli, j'étais là, aïe aïe aïe, j'attends. Bah ça attendra, hein, parce que voulez-vous? On t'en gardera un. Hop. Ouais, garde-moi un petit sac. Garde-moi un sac de Ah, il est trop beau. Garde-moi un sac. S'il y a Baptiste, moyen. T'as pu faire graver tes piolets Mets ou un pas? petit sac de côté, mec. Non, mais je te demande si t'as pu les faire graver. Tu voulais faire graver non, Nival ils sur m'ont ton fait piolet. faire un piolet pour Pour le Mont Blanc. la randonnée glaciaire. Ah, ok, mais je me suis dit, c'est peut-être j'ai l'occasion pas eu et le tout. temps, Non, t'as pas. Je pense que j'achèterai un Petzl, je sais pas encore. On verra tout ça, mais je mettrai full autocollant Nival, full autocollant Ok. holographique. Bah, top. Bon les gars, on va rentrer dans le sujet. Trois thématiques, pardon. On va commencer par Amael, puis Papel et moi en dernier. Je vous préviens, il va falloir que vous réagissez en commentaire pour donner un petit peu du peps à ce podcast. Ouais. Amael, quels sont tes meilleurs conseils pour progresser en escalade? On sait que tu as… Raconte-nous, mec. Moi, j'ai trop envie de savoir ce qui t'est arrivé. Comment t'as sauvé ce gamin d'une chute de 6 mètres de haut? Raconte, t'inquiète, on répond peut-être pas tout de suite, mais raconte, on revient dessus. Vas-y, Amel. On sait, Amael, que tu es coach, grimpeur pro, tu as ta carte professionnelle, donc tu es à même à nous donner des conseils d'un point de vue, professionnel et d'un œil d'encadrant. A-Bloc présente prise de bec ou prise de bac. Ouais, entraînement. Bon. Exactement, d'un œil de l'encadrant, du monitorat. Je trouve que c'est important des fois de donner les bons conseils. Pas forcément les conseils auxquels on pourrait s'attendre. Typiquement, échauffe-toi bien avant de rentrer dans ta séance ou autre. C'est des conseils qu'on a déjà entendus, s'étirer pour gagner en mobilité. Voilà, donc on va essayer de trouver et de réfléchir à ces conseils qui peuvent être pertinents et qui ne nous viennent pas forcément de prime abord. Et déjà, j'ai une question qui me vient en tête. C'est vous, quand vous allez dans votre salle d'escalade, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe dans votre démarche d'aller grimper? En fait, si on se pose un peu plus précisément sur le cadre, on se rend compte que beaucoup de grimpeurs vont en salle pour grimper. Donc, ils vont à la salle d'escalade pour faire de l'escalade. Mais quel est ton but derrière faire de l'escalade? Vas-y, Papel. Mais je te rejoins tellement là-dessus. Ceux qui lisent ma newsletter savent déjà ce que je pense de ça. Moi, ce que tu décris, c'est ce que j'appelle grimper bêtement. C'est-à-dire que tu vas à la salle et tu fais des petits blocs comme ça, t'as absolument rien réfléchi. Et à chaque fois, je le dis, je le répète, si vous voulez progresser, j'insiste là-dessus, pas si vous voulez simplement juste passer un bon moment avec vos potes, ce qui peut être louable aussi, mais c'est un autre sujet. Si vous voulez progresser, et je dirais plus loin, progresser le plus vite possible, c'est
primordial de structurer vos séances. C'est la base de la base de la base de la base. Et dans ma newsletter, je parle beaucoup de ça et j'amène d'autres éléments, enfin comment gérer le temps que tu as à y consacrer, comment le rentabiliser au maximum. Et je te rejoins à 2000% là-dessus, mec. Et moi, pardon de parler de moi, mais c'est ce que j'expliquais. Si j'ai progressé vite, entre guillemets, c'est que j'ai jamais fait une séance juste pour grimper. Il y a toujours eu un objectif dans mes séances de grimpe. Un objectif qui peut bouger, qui peut évoluer, qui peut être adaptable. Mais quand je fais une séance, j'ai toujours un objectif en tête. Et je suis persuadé que c'est vraiment un des axes principaux qui m'a permis de progresser assez vite. Parce que moi, fondamentalement, ça fait pas longtemps que je fais de l'escalade. J'ai commencé en octobre 2023. Ça fait même pas 3 ans, tu vois. Et ça m'a pris 18 mois pour aller taper 7A. Et pourquoi ? Parce que mes séances étaient structurées, que je savais, entre guillemets, là où j'allais, et que j'allais pas grimper bêtement. Désolé d'avoir parlé aussi longtemps. C'est hyper intéressant, et c'est vraiment là où je veux en venir, c'est que beaucoup de grimpeurs, sans même parler de planification d'entraînement, devraient se poser la question de « Ok, si je veux progresser, qu'est-ce que je mets en place pour progresser ?» Et donc c'est là où on va commencer à se poser des objectifs. Ces objectifs, l'idée, c'est de pouvoir savoir si au cours de l'évolution de ces séances, on a une évolution ou pas. Donc, c'est un peu le premier conseil fondamental que je donnerais à n'importe quel grimpeur, peu importe son niveau et peu importe ses envies. C'est si tu veux évoluer, si tu veux pratiquer ce sport, essaye de te fixer des objectifs. Et des objectifs, c'est pas forcément empiler les séances d'entraînement, c'est pas forcément grimper beaucoup, mais c'est surtout grimper mieux et plus intelligemment. En fait, il y a beaucoup de grimpeurs qui confondent l'accumulation de choses en se disant plus j'en fais, plus je vais être fort, au lieu de se dire je vais mieux grimper et essayer de comprendre pourquoi je grimpe et là où je veux aller. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Donc, tu vois, déjà, la première chose que je mettrais en place pour quelqu'un qui veut rentrer dans cette démarche-là, c'est de se poser quelques petites questions. Est-ce que tu veux te sentir par exemple plus à l'aise en dalle ou dans un toit? Donc est-ce qu'il y a un profil par exemple qui t'attire plus qu'un autre dans lequel tu veux progresser? Est-ce que tu veux mieux gérer ton stress? Est-ce que tu veux retrouver du plaisir après peut-être une phase de saturation? Tu en avais marre de l'escalade ou tu as eu peur d'un événement? Est-ce que tu veux surmonter ces difficultés-là? Est-ce que tu veux accéder à une certaine type de cotation? Voilà, il y a plein de questions qu'on peut se poser. On peut les trouver de manière infinie, ces questions-là. Elles sont propres à chaque grimpeur, mais du coup, il faut déjà se poser la bonne question pour savoir comment évoluer et comment mieux grimper, ou en tout cas prendre du plaisir et se challenger sur différents blocs, différentes voies, différents projets. Donc, ce que je voulais aborder avec justement cette question de l'objectif, c'est comment on le met en place. Et il y a une petite méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode SMART, S-M-A-R-T. Voilà. J'allais en parler. J'allais en parler. On est obligé de commencer par là. Mais peut-être que c'est la base. Réfléchir à comment on va pouvoir mettre en place du coup notre bonne question et pouvoir quantifier l'évolution ou non. Je m'explique. On parle de la méthode SMART parce qu'on va avoir du coup un premier aspect qui va être spécifique. Quel geste, quel style, quel terrain, quelle qualité je veux mettre en place dans ma grimpe. Donc, on va prendre des exemples concret. Est-ce que je veux être capable, par exemple, de tenir une réglette de 10 mm pendant 7 secondes? Est-ce que je veux réussir un 6C en dalle à vue? Gérer mon stress complètement. Voilà, ça va être la première question qu'on va se poser. Ensuite, il faut que ce soit... En gros, l'idée de base, c'est que ce soit hyper précis. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est perdre du poids. C'est pas précis. Si vous vous donnez l'objectif, je veux perdre du poids, ça marche pas. Par contre, vous fixez l'objectif perdre 10 kg de gras, c'est beaucoup plus spécifique, donc ça marche mieux. Et évidemment, vous corrélez ça avec la grimpe. Genre, devenir bon en grimpe, c'est pas un objectif. C'est là où je veux en venir. Vas-y, pardon, continue. SMART, c'est un acronyme. Et donc, tu viens de parler justement de mesurabilité et du coup d'être capable de quantifier. Donc, c'est le M. On est dans le mesurable. C'est-à-dire qu'on peut se poser à peu près n'importe quelle question et n'importe quel objectif. Mais il faut que cet objectif il soit quantifiable et mesurable dans le temps. Donc, pour ça,
Très facile, si on prend une cotation, aujourd'hui je fais du 5A, mon objectif demain c'est de faire du 7A, bah, est-ce que je vois une évolution dans mes projets? Et ben là déjà ça va être mesurable. Ok, aujourd'hui je fais du 5A, demain je fais du 6A et après-demain je fais du 7A. On est capable du coup de quantifier. Mais quand tu parles de perte de poids, effectivement, la perte de poids, il va falloir aussi la corréler avec une masse, la tenue de prise avec peut-être un temps, une type de préhension particulière avec un millimètre plus ou moins profond à tenir. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment mesurable pour que votre objectif soit viable dans le temps. Ensuite, on a trois autres petits aspects dans la méthode SMART. Ça va être le A. Est-ce que c'est atteignable? Parce que si on revient... J'ai pas le même A. J'ai pas le même A. Vas-y. Mais moi, justement, j'ai un peu modifié, tu vois, le Ok, A. Mais ok. je t'en parle Alors, après. moi, Vas-y, l'idée, vas-y. c'est que Vas-y. ton objectif, on commence à le définir. On s'est posé la bonne question. On a réussi à trouver une variable pour le mesurer, mais maintenant, il faut voir si c'est atteignable. Et donc, dans le A, moi, je mets cette capacité à trouver un projet qui correspond aussi à ton bagage de grimpeur aujourd'hui. Si tu as commencé l'escalade il y a 6 mois et que tu me dis que je veux faire Silence en projet en 9C qui a été seulement libéré par Adam Ondra, bah, je vais te dire c'est quasiment impossible. Là, ton objectif, il est juste lunaire. Alors, c'est bien beau de rêver. C'est important de se fixer des objectifs qui soient un peu au-delà de ce qu'on est capable de faire, mais il faut rester quand même assez réaliste dans sa pratique et dans la quantification des objectifs, quitte à ce que on le réadapte. Et c'est pour ça que du coup le R qui vient après le A dans le mot SMART, ça va être réaliste. Est-ce qu'il est adapté à ta vie? Est-ce qu'il est adapté à ton rythme, à ton boulot, à l'énergie que tu vas pouvoir dépenser sans sacrifier certaines variables comme par exemple la privation de sommeil parce que du coup tu vas être trop stressé ou tu vas faire tes séances n'importe comment. Voilà, ça va être rester dans quelque chose qui est atteignable et réaliste. Et enfin, le T pour finir, c'est la temporalité. C'est de se fixer des objectifs à long terme dans un premier temps. Donc je vais fixer mon objectif à long terme et au milieu de ce long terme, par exemple un objectif à 6 mois, et au milieu de ces 6 mois, bah, peut-être que toutes les 4 ou 5 semaines, je vais mettre un objectif intermédiaire pour essayer de me rapprocher le plus en plus, peut-être de mon objectif final qui peut être une compétition. Alors peut-être que je vais viser les championnats de France, je dis une bêtise, je prends un exemple concret, et bah en amont, je vais cibler peut-être 2 compétitions qui vont me permettre d'être un peu dans cette dépense, un peu dans cette énergie et de rentrer un peu dans le cadre et de pouvoir faire un bilan intermédiaire sur bah, mes points forts, mes points faibles, mes qualités et se rapprocher au maximum de l'objectif qui sera bah, peut-être à 6 mois le championnat de France. Donc voilà la première méthode à retenir, la méthode SMART. Et je suis curieux du coup de t'écouter, Papel, sur la modification du A, savoir un peu ce que tu en penses. Ouais, bah c'est que tu vois dans l'idée de base du SMART qui est atteignable et réaliste, pour moi ça se rejoint trop. Il y a pas eu une différence assez profonde entre le atteignable et le réaliste. Et du coup, moi je l'ai modifié ce A pour ambitieux. Ambitieux parce que ton objectif, il doit être un peu stylé. Il doit quand même venir te challenger, te donner envie de te battre pour lui. Tu vois, si ton objectif, c'est d'aller faire, je sais pas quoi, mais un truc pas ouf, tu vas avoir du mal, en fait, à mettre les efforts nécessaires là-dedans. Donc, faut que tu aies vraiment envie de parvenir à le réaliser. Et effectivement, le R de réaliste, il est très bien parce que exactement de la même manière que tu as dit, s'il n'est pas réaliste, ça ne marchera pas non plus. Mais je pense que l'objectif vraiment idéal, la frontière entre le fait de si tu vas l'atteindre ou pas doit être très très fine. C'est-à-dire que quand tu arrives au moment de la deadline, tu dois soit l'avoir enchaîné, enfin soit avoir réussi ton objectif in extremis, soit l'avoir loupé, mais tu étais presque à l'atteindre. Et là, ton objectif, il était bon, quoi. Et tu vois, quand j'ai commencé l'escalade, je me suis donné l'objectif de faire 7A en moins de 2 ans. Clairement, c'est spécifique. 7A, c'est 7A. C'est mesurable. Soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. C'est ambitieux, parce qu'à la TP 7A en moins de 2 ans, quand tu n'as jamais grimpé, ça reste réaliste, mais c'est ambitieux. Et ben, c'est temporel. J'avais 2 ans pour le faire. Et ça m'a pris 18 mois. Et quand je l'avais annoncé,
aux gens avec qui je découvrais l'escalade, ils sont tous foutus de ma gueule, tu vois. Et ils m'ont tous pris pour quelqu'un de prétentieux. Mais c'est ce que j'ai expliqué dans ma newsletter, donc je ne vais pas me répéter ou je vais plus en détail. Pensez à venir suivre ma newsletter si ça vous intéresse. Vraiment, l'objectif SMART, ça marche très, très, très bien. Donc, prenez vraiment cet outil. Et je suis entièrement d'accord. En fait, je me rends compte dans mes notes, là, en t'écoutant, que effectivement, j'ai mis le mot ambitieux. Donc, en fait, on se rejoint totalement. Tu vois, c'est vrai que je pense que c'est bien amené, comme tu dis. C'est que peut-être que dans le titre et dans cette méthode qui est un peu un protocole voilà, assez connu, peut-être que le mot ambitieux est plus intéressant à mettre en avant. Effectivement, c'est plus compréhensible comme ça. C'est très, très chouette. Il y a aussi d'autres conseils. Un autre conseil, tu vois, qui me vient en tête, et je pense qu'on ne l'a pas forcément suffisamment ancré en nous, c'est la manière dont on va se parler à nous-mêmes. Je m'explique, on focalise beaucoup les conseils sur la performance orientée vers du renforcement musculaire. On omet assez facilement la nutrition, même si on peut en parler, mais en tout cas, ce n'est pas forcément les choses qui vont venir en premier dans l'entraînement. Mais au-delà de ça, on omet aussi l'aspect émotionnel et psychologique, qui pour moi fait partie intégrante des conseils pour pouvoir évoluer et progresser. Au-delà de l'aspect nutritionnel, au-delà de l'aspect physique avec le renfort, au-delà des aspects techniques purs de la gestuelle de l'escalade, il y a ce côté émotion. Et alors, le deuxième conseil que j'aimerais vraiment donner à tous les grimpeurs, c'est de se créer un espèce d'auto-coaching positif. En ce sens que on a souvent tendance à se dire oh ben je suis nul, oh mais j'ai pas réussi ce projet, oh ben là j'ai trop peur, oh mais je vais pas être bon là-dedans, et puis là c'est pas mon moment. Et donc du coup on est souvent dans de la négation et on n'arrive jamais à trouver ce petit truc en nous pour auto-réguler les émotions. Donc je sais pas si vous, est-ce que vous y avez déjà été confronté, est-ce que vous avez des petites choses que vous mettez en place? Moi par exemple, je sais que je me répète souvent Moraline et Motivex. C'est deux petits mots, c'est un petit mantra. Et j'essaie de me faire un reset à chaque fois et de me dire, ok, j'ai pas réussi mon projet. Allez, Moraline, Motivex, je souffle un bon coup, c'est ma petite routine. Et j'efface un peu ce qui s'est passé dans mon échec ou dans le moment qui me stresse ou qui va pas. Et je repars dans le projet comme si je le connaissais pas. Alors même si tu le connais, mais en tout cas, essayer au maximum de repartir sur un nouveau run. Et la gestion émotionnelle, tu vois, c'est essayer d'être capable de se maîtriser et de se contrôler. Donc voilà, je suis curieux sur ce point-là. Si vous avez des petits conseils, des petits tips. Je pense que c'est important pour les grimpeurs de se connaître et d'apprendre à se connaître, tu vois, en tant que grimpeur. Vas-y. Moi, j'aurais un truc à dire là-dessus, mais peut-être toi, Baptiste, avant. Mais moi, sinon, j'ai un truc à dire. Qui rejoint exactement ce que tu dis, Mewen. C'est exactement ce que tu allais dire. Mais vas-y, Baptiste, avant, je te laisse la parole. Ouais, moi ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, tu as des gens qui vont plus réagir à une motivation positive, tu vois, où effectivement ils vont se dire « Ok, je suis fort, là je suis bien, là je me sens bien ». Et là, tu as d'autres gens qui vont plus réagir et être réceptifs à une motivation négative. Je cite Mewen, c'est pas moi qui le dis, qui dit « Si je le fais pas, je suis une grosse pute ». Et c'est vrai, et moi, je sais que je suis beaucoup plus dans ce truc-là. Moi, quand je pars dans un truc où il faut que je sais que je vais devoir envoyer du pâté, moi, mon truc à moi, c'est je suis pas une merguez. Genre, des fois, je me dis autre chose, mais c'est pas YouTube friendly. Mais je me dis vraiment, je suis pas une merguez et je vais montrer à tout le monde que je suis pas une merguez. Et si j'arrive pas à faire ça, je suis une énorme merguez. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, tu peux me dire allez, Pierre, c'est super, allez mec, t'es une machine. Dans ma tête, je suis là, mais non, je suis pas une machine, je suis une énorme de merde si j'arrive pas à passer ce move de con, tu vois ce que je veux dire? Et ça dépend des gens. Ça dépend des gens, ça dépend des potes. Donc, évidemment, quand tu connais pas la personne avec qui tu grimpes, encourage positivement. Mais moi, je sais que j'ai des potes, je me fous de leur gueule. Vraiment, genre quand ils sont en train de galérer, je les insulte pas, mais je leur dis, mec... T'es une merguez, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais ça dépend. Mais des fois, il y a des gens qui ont besoin qu'on les secoue pour progresser. Moi, le nombre de fois où j'ai joué le méchant coach à des personnes que je connaissais pas, juste, j'allais, tu vois, derrière eux,
pour les encourager, genre en mode un petit peu de manière. Mais ça poussée, dépend des gens. Tu vois, moi, ils arrivaient à j'ai faire le pas ce bloc. profil-là. Moi, j'ai. Ils arrivaient parce qu'ils avaient une Tu vois, pression. moi, ça Ils me, avaient moi, une ça me pression, fracasse le moral. Il y a quelqu'un qui me gueule dessus. Il y a quelqu'un qui me gueule dessus. Soit je suis à l'aise dans le truc et ça me transcende. Non, mais tu sais, quand t'es un peu Après, virulent j'aurais pas ou gueulé rentre dessus, dedans, tu vois, hein. je suis en C'est, caserne dans un gros centre, tu vois, avec les pompiers. Il y a la Je pense que nous, on est connus. Donc en non, fait, mais quand tu peux on avoir parle à de la des gens. pression extérieure qui est pas forcément bonne. Tu vois, il y a des gens, ils sont très hypersensibles ou alors très émotifs. Et en Ouais, fait, ça va les aussi, braquer. Et t'en as aussi, d'autres qui, ouais, au ouais. contraire, ils vont être là en mode, ok, vas-y, le mec, il me booste, vas-y, un peu bootcamp à l'américaine, tu vois, c'est vraiment ça. Mais ça dépend de tout à chacun. Ouais. Moi, je sais que j'ai pas du tout cette nature-là. Je suis plutôt dans le mode, ok, Mais- dis-moi que j'ai fait du positif et ça va engendrer du positif. Mais si tu me boostes en mode, oh, mais tu peux le faire, t'es une merde, vas-y, Oui, si tu passes mais- pas, tu vas être nul, machin. Moi, ça me génère pas de la. Ça me Ouais. transcende pas du tout. Au contraire, je suis en mode, ah, vas-y, c'est bon, il y a d'autres projets, je me casse. Mais vas-y. c'est ce qu'on dit. Ouais, mais c'est ça, ça dépend vraiment des gens. Et c'est pour ça qu'avec un inconnu, je serais toujours dans un truc positif. Parce que même si ça va pas spécialement l'aider, au moins tu lui feras pas de mal, t'es sûr. Donc un inconnu, t'es toujours dans le positif. Après, quand c'est ton pote que tu connais bien, avec qui tu peux blaguer et où tu sais que c'est le genre de motivation qui marche sur lui, là tu peux le faire. Mais évidemment, tu Mais fais je pas ça pense avec que n'importe déjà, qui. avant même. Comme tu dis, Primal, hein. C'est exactement ce que tu dis pour booster un pote. Si tu le fais pas, t'es bip. Et après, ouais. Juste pour mettre à contexte, Papel lit les messages du chat. Hein. Il ne parle pas tout seul dans sa tête. Ouais. C'est pour ça, Parce que n'hésitez pas à réagir pour mais- que Papel envoie des réactions. On le rappelle, l'épisode est enregistré en live tous les lundis à 18h sur YouTube. Venez nous y retrouver pour pouvoir Mais participer à tu l'émission. vois, Papel, moi, j'aimerais donner 3 outils. Non, Parce que là, mais on ce parle que je de voulais dire, moi, quand je parlais motivation des. et d'émotions gérées par autrui. C'est-à-dire que vous partez du postulat que vous êtes là pour aider un autre grimpeur. Mais en fait, ce grimpeur, déjà, il peut s'aider lui-même en mettant des choses en place. Et c'est là où je voulais en venir, en fait, dans mon conseil, c'est de parler, quand je parle d'un développement d'auto-coaching positif, c'est du coup de se gérer soi-même et d'être capable de se réguler. Et donc, je voudrais te donner 3 petits conseils qui sont assez rapides et faciles à mettre en place pour les grimpeurs. Le premier, c'est de remplacer le jugement par l'observation. Quand tu dis, je suis une bip, si je réussis pas à faire ce projet, ben, plutôt que d'être dans un jugement négativiste, c'est de se dire, bon, bah, juste, j'ai pas réussi ce projet. Exemple, j'ai été nul dans ce bloc, bah, tu peux changer ça par, j'ai bloqué sur le transfert d'appui, pied gauche. Voilà, c'est rester factuel, mais pas de mettre une intensité de jugement dans ce que tu as fait. Le deuxième petit conseil, c'est ce que je disais, moi c'est ce que je mets en place, c'est de mettre des petits mantras. Ouais. Moi c'est Moraline et Motivex, mais tu peux en trouver plein. Reste mobile, centre-toi, respire, pousse. Voilà, ça peut être fun, ça peut être rigolo. Monte tes pieds. Monte tes pieds. Mais voilà, mais trouver son petit truc à soi. Et ça peut être rigolo, fun, sérieux, voilà. Ça dépend du profil de grimpeur. Et le troisième, je dirais, c'est de faire vraiment un break mental. Être capable entre chaque essai de prendre un petit temps où tu vas inspirer, expirer, te recentrer, effacer du coup ce que tu as fait, et là tu repars sur un nouveau run. Mais voilà, essaie de trouver une petite routine où tu vas te dire, ok, c'est un reset. On peut prendre le tennis, tu vois, par exemple, Nadal, à chaque fois, il se touche la tub, il remet son caleçon. Alors ça peut paraître très ridicule et il a été pas mal moqué, mais en fait c'est assez rigolo parce que pour lui c'est sa routine. Il fait ça à chaque fois et comme ça il part sur une balle neuve. Que le point d'avant était bon ou mauvais, il s'en fiche. Chaque point c'est un nouveau point et comme ça il n'y a pas d'émotion qui va rentrer en jeu et tu peux partir être plus fort dans le prochain essai que tu mets. Non, mais pour revenir sur le fait d'encourager les personnes qu'on ne connaît pas, moi ça m'arrive souvent, mais en fait je ne vais pas faire le coach méchant dans le sens à l'américaine, c'est juste que je vais leur affirmer de manière, d'une manière avec beaucoup de conviction qu'ils peuvent le faire. Vas-y, tu peux le faire. En fait, je vais pas mettre un ton mielleux. Et souvent, ils le réussissent, mais évidemment, tu donnes le conseil aussi et la méthodologie pour qu'ils essayent le bloc. Mais après, nous, je pense que quand on donne des conseils à des gens, tu vois, il y a ce petit côté pression naturelle, comme on est, entre guillemets, connu, les gens veulent bien faire devant nous. C'est vrai, mec, c'est vrai ce que tu dis. Cette envie de mieux faire, Non, et mais de se donner, c'est vrai que après. tu vois ça. L'envie de.
oh putain, il y a Baptiste, oh, il y a Papel, il y a Bloc. Ben, le discours, c'est vrai, où la grimpe est différent. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est un bon point que tu soulèves. Et à propos de ça, ça vous... Après, moi aussi, je suis du genre plus comme Papel à me motiver en me dévalorisant intérieurement. Genre, si tu veux faire Ouais, mais c'est ça. Après, ton bloc. Vas-y, tu voulais Putain, ajouter, j'avoue, Papel, parce que tu parles beaucoup, hein, ça va pardon, être ta chronique désolé. après. Mais ça vous met pas la pression, vous, justement, quand on vous reconnaît à la salle et qu'ensuite on vous regarde grimper Et où t'es une vous grosse dites, merde, t'es putain, une grosse merguez. De ouf. Ah, Mais ouais, moi, des fois, ça je me suis là. mettait la pression au début. Ouais, Parce que j'ai eu un bon niveau, et puis après j'ai eu une grave blessure, et du coup ça m'a un peu miné le moral. Et aujourd'hui je suis plus dans une grimpe plaisir, tu vois. J'ai pas d'objectif de perdre, donc je m'entraîne pas. Mais c'est vrai que t'as ce côté jugement où t'as des gens qui ont des attentes envers toi, tu sais, qui viennent te voir en mode ouais, t'es un pro et tout. Ouais, mais en fait mais tu peux peut-être pas être même bon pas. partout. Peut-être même pas. Mais non, mais tu sais, il y a ce côté, genre, vu que tu parles d'escalade et tout, tu dois te connaître, tu dois être bon, tu Ouais. dois. Ouais. Et en fait, Ouais, bah non, ouais, tu ouais. peux juste être un passionné ou être fatigué, être en contre-perf et ça reste humain. Et il y a plein de variables qui rentrent, mais je suis d'accord que des fois, tu peux avoir ce côté un peu un petit poids. Tu vois, c'est pas le truc qui va t'empêcher de grimper, mais des fois, ouais. Ouais. Et Ouais, je vois. alors, Bah, Primal le souligne Bah bien, oui, là, tu mais vois. ça de ouf. Bizarrement, alors je cite quelqu'un du chat, bizarrement aujourd'hui, quand il y avait des meufs qui me regardaient, j'étais étonnamment plus performant. bah, Ouais, le regard des autres. surtout joue des belles quand meufs, même ça c'est un pas plus mal, 10. Moi et on j'ai va pas toujours se dit, mentir une, que- une jolie fille qui te regarde, c'est un plus 10, direct. C'est une théorie depuis que je fais du skate quand j'avais 12-13 ans. Genre, quand j'apprenais le kickflip, bizarrement, il y avait une belle meuf au skatepark, le kickflip, il passait toujours. C'est un plus 10. Il passait toujours. Bon. Bon les gars, il est 30, on va passer à la rubrique de Pedro Papel. Papel, tu voulais nous parler de plusieurs choses. Ta formation, le mental, les voies difficiles, travailler tout au long de sa vie de grimpeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont tu as envie de nous parler ? Papel présente Dévers et controverses. Ouais, bah évidemment, le premier conseil, si vous voulez progresser en escalade, c'est d'aller suivre ma formation. Si vous êtes... Parce que la formation qui est sortie pour l'instant, elle est pour les grimpeurs débutants. Ce que j'appelle grimpeurs débutants, c'est ceux qui font pas encore de 6 et ceux qui stagnent, disons, dans le 6A, 6B depuis longtemps. Donc voilà, si vous faites pas de 6 ou que vous stagnez, voilà, 6A, 6B depuis un long moment, je pense que la formation vous sera bénéfique et clairement, vous aurez beaucoup plus d'éléments de ce que je pourrais dire là dans les quelques dizaines de minutes que j'ai dans ce podcast. Donc voilà, lien dans la description, patati patata, vous connaissez. Après, j'avais envie de parler de quoi? Je sais même plus ce que j'aime. Ah oui. Pour moi, si vous souhaitez progresser en escalade, et là, ce sera quel que soit votre niveau, il y a un truc en particulier qu'il faut prioriser, c'est votre mental. On a fait un épisode dédié sur le mental d'ailleurs, mais je pense qu'on peut en remettre une petite couche, parce que si vous n'avez pas un mental solide, peu importe la technique que vous allez développer, peu importe le physique que vous allez développer, ça ne vous servira pas à grand-chose. Le physique, la technique, vos aptitudes tactiques, tout ça ne peut fonctionner que si c'est corrélé avec un mental qui va de pair avec ça. Et le mental, ça englobe beaucoup plus de choses que les autres éléments que j'ai cités. Forcément, quand on pense mental, on pense tout de suite à la gestion des peurs. Et c'est vrai, que la gestion des peurs, la peur de tomber, la peur de l'échec, ce que certains appellent la peur de la réussite, c'est très important. Mais le mental, ça va beaucoup plus loin que ça. Le mental, c'est aussi simplement le fait d'aller s'entraîner régulièrement, d'avoir la discipline pour le faire, d'avoir la discipline de structurer ses séances, d'avoir également la discipline de ne pas faire la séance quand il ne faut pas faire la séance parce qu'on est trop fatigué et qu'on risque de se blesser. Donc, prioriser
votre mental. Et le mental, c'est aussi enlever toutes les barrières, enlever tous les freins qui peuvent vous bloquer. Il y a plein de gens qui pourraient grimper beaucoup plus fort qu'ils imaginent s'ils arrivaient à se débloquer ce petit truc. Souvent, c'est l'appréhension qu'ils peuvent avoir par rapport à une cotation. Il y en a qui se disent j'ai un niveau 6A, j'ai un niveau 6B. Les mecs, ils peuvent aller taper du CETA. Les mecs, les meufs peuvent aller taper du CETA. T'as des meufs, elles savent pas faire une traction, elles sont persuadées de pas avoir assez de force pour faire telle ou telle cotation. Elles en sont capables. Elles en sont complètement capables. Mais étant donné que leur mental les bloque, que leur mental les freine, elles iront pas. Elles iront pas. Elles iront pas. Et pour toutes ces personnes-là, je dirais enlever ces putains de barrières. Moi, j'appelle ça sortir du panier de crabe. J'ai expliqué un petit peu plus tôt que quand j'ai débuté, les gens sont un peu foutus de ma gueule quand j'ai annoncé que j'allais faire 7 ans en moins de 2 ans. Et en fait, c'est que faut avoir votre propre représentation de vous-même et de votre rapport avec la discipline. Les seules barrières qui existent sont celles que vous avez. Si tout votre entourage vous dit le 6B, c'est difficile, bah forcément, vous allez penser que le 6B, c'est difficile. Alors que si on vous dit, bah en vrai, le 6B, c'est vraiment pas si dur, vous allez être dans un mood où vous allez vous dire, ah, bah ok, c'est pas très très difficile. Et je vais pas vous dire, est-ce que le 6B, c'est dur ou est-ce que c'est facile, parce que ça dépend de vous, ça dépend de plein de choses. Mais d'une manière générale, débloquez votre mental et tout le reste, ça va suivre. Ce qui va vous faire progresser, c'est pas d'aller taper plus de traction, c'est pas d'avoir une pose de pied irréprochable, c'est d'avoir un putain de mental d'acier. Et je dirais qu'au-delà du mental, parce il y a aussi que... l'investissement Vas-y, que tu Amel. mets. Parce que vouloir suffit pas. Tu vois, c'est rester, se persuader que tu vas Oui. être capable Oui. de réussir le 6B, même si tout le monde te le dit. Oui, c'est le départ. Mais par contre, maintenant, il va falloir mettre en place l'investissement pour travailler ce mental. Il suffit. Voilà. Mais parce que j'ai beaucoup de gens Ah bah qui évidemment. viennent. Et ouais. Mais c'est la première chose. Mais ça que va je- avec. que je- Non, ça va avec. Parce que l'investissement, ça vient du mental aussi. C'est comment tu vas t'organiser, comment tu vas prioriser les choses, le temps que tu vas dégager, les sacrifices que tu seras prêt à faire pour atteindre ton objectif. Et pour moi, tout ça, ça fait partie du mental. Encore une fois, c'est choisir d'aller faire ta séance quand tu es fatigué, quand tu as un petit peu la flemme, ou à l'inverse, choisir de ne pas la faire quand il faut pas la Mais faire. c'est important de Et le rappeler tout parce que ça, tu je vois, le moi, j'ai regroupe dans le beaucoup de gens mental. qui viennent pour des coachings et donc du coup ils arrivent, ils me font ouais moi dans un mois je veux faire tel objectif. Alors, ouais je suis sûr que c'est réalisable. Oui bah ok ton mental il dit que c'est réalisable. Mais moi je vais te dire une planification d'un mois d'entraînement ça sert à rien et je veux pas de toi. Et je veux pas de toi pas parce que je veux pas de toi mais parce que si tu Ouais. réussis Oui. à faire ton objectif avec un mois de planif c'est que tu n'avais pas besoin de moi. Tu vois, l'entraînement et le mental, ça se développe sur la durée. Et ça demande de l'investissement, ça demande du temps, ça demande du travail. De Et ouf. c'est pour ça que De ouf. voilà, je De souhaitais ouf. juste te le rappeler parce que c'est vrai qu'on parle souvent de mental, mais on oublie de rappeler que bah, il suffit pas de vouloir aussi. Après, il faut mettre les choses en place pour. Oui, 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 je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que j'explique d'ailleurs hein, dans les formations. C'est regarder les vidéos, c'est très bien. Avoir la théorie, c'est très bien. Si vous n'allez pas mettre 3, 4, 5, 6 fois plus de temps à pratiquer ce que vous venez d'apprendre, vous n'allez pas progresser. Et c'est pour ça que mes formations, elles se débloquent semaine après semaine. C'est qu'en fait, je force les gens à aller travailler, je leur donne les petits devoirs de la semaine qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent tout simplement pas juste enchaîner les vidéos et ressortir de là en ayant rien Exactement. appris. Donc, t'es obligé en fait. Enfin, t'es obligé, tu fais bien ce que tu veux, mais normalement, j'ai tout fait pour que Non, tu suives bien le truc, effectivement, quoi. Mais tu vois, c'est. Après, je pense que c'est à chacun de se gérer. C'est-à-dire que tu pourras avoir la. En fait, je trouve que c'est bien de les avoir étape par étape. Après, il y en a qui ont besoin peut-être d'avoir aussi toute la ressource pour avoir une vision long terme. Voilà, je pense que ça dépend tout un chacun, mais par contre, c'est sûr que ce qui va te faire évoluer, c'est effectivement ton mental et ta capacité à en faire 3 fois plus, tu vois. Plus tu fais, plus tu vas performer et dans n'importe quel domaine. Enfin. Mais quand je dis plus tu fais, intelligemment, moitié d'accord. mais Je suis à moitié d'accord. il va falloir quand même travailler. Tu vois, il y a une certaine forme de travail. Même si tu cibles bien les exos, il y a quand même, c'est pas une fois faire un devoir, je sais pas sur ta formation, mais faire un devoir une fois par semaine suffira pas. Il va falloir le remettre en place des semaines après, tu vois. C'est pas juste de dire j'ai fait cet exo, c'est bon, je peux passer à autre chose. Non, c'est ok, j'ai fait cet exo et 3-4 semaines après,
bah, je suis dans une autre thématique, mais Complètement. tiens, Oui, vas-y, oui, je oui. vais me faire un petit rappel pour voir si ce que j'ai fait avant, bah, je le maîtrise. Mm, mm. Complètement. Mm. Mais encore une fois, c'est comme tout apprentissage, tu passes par plusieurs phases. D'abord, la découverte, l'apprentissage, puis la pratique. Et le but, in fine, c'est que ça devienne un réflexe. Et effectivement, ça demande du temps. On va peut-être pas plus rentrer dans ces détails-là, ça prendrait beaucoup trop longtemps. Lisez la newsletter, allez suivre les formations, puis vous aurez tout, quoi. Hugo Alpet, est-ce qu'elles sont payantes, les formations? Bah, celle que j'ai sortie pour l'instant, non, elle est complètement gratuite, mec. Tu peux y accéder de manière totalement gratos. Et la prochaine, enfin celle que je suis en train de travailler pour amener les gens au set, oui, Et elle, je elle reviens sera sur le payante mental. pour le coup. Moi, je voudrais juste donner un petit conseil aux grimpeurs. Ça mange pas de pain, c'est assez facile à mettre en place. C'est que dans des blocs ou dans des voies où on a un échec, où on a une peur, c'est intéressant des fois de redescendre et de se refaire la visualisation mentale de toute la séquence, un peu ta lecture de voix, mais cette fois-ci, tu mentalises la réussite. Mais vraiment, tu te projettes dans, ok, je réussis, je passe, j'ai pas peur, je suis capable. Et ce petit Mm. travail, ça te permet aussi des fois de te mettre plus en confiance et d'aller mettre un run peut-être plus relâché des fois sur une pose de pied ou sur un mouvement de coordination. Et en fait, tu te dis, ah putain, mais en fait, ça passe Mm. facilement, quoi. Il n'y avait pas lieu de stresser, quoi. Mais c'est pas grand-chose, mais la répétition de ses pensées positives dans sa capacité à réussir et à entreprendre, malgré tout ce qu'on te dit, bah, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Je réponds juste aux commentaires d'Hugo. C'est quoi ta légitimité à proposer ça? Bah, les dizaines d'élèves que j'ai accompagnés et qui ont pété des cotations qu'ils n'arrivaient pas à faire, quoi. Moi, je suis pas le genre de mec qui va dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani, nanana. Juste, c'est les élèves qui parlent, hein, comme Primal que je remercie, mec. Voilà, les élèves qui ont progressé grâce à moi, quoi. Tout simplement, Hugo. T'avais des choses à rajouter sur ta chronique, Papel? Je sais plus ce que j'avais mis. Ah ouais. Ça, c'est peut-être le dernier petit conseil que j'aurais à donner pour n'importe quel grimpeur. Si tu veux progresser en escalade, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est extrêmement complexe. C'est ce qui fait la beauté et la richesse de l'escalade, sa complexité, mais aussi parallèlement, ce qui peut un peu la rendre difficile à apprendre et à comprendre. Et par contre, il y a pour moi des trucs où tu n'as pas tellement de questions à te poser et des trucs que tu peux travailler tout au long de l'année, c'est ta souplesse et ta force des doigts. Tu n'auras jamais trop de force dans les doigts ou trop de souplesse, tu vois. Tu peux avoir trop de muscles, tu peux avoir trop de ceci, trop de cela. Tu n'auras jamais trop de souplesse, trop de force dans les doigts. Et ça, quel que soit le profil de voix que tu veux faire, quelle que soit la discipline que tu veux faire, ça te sera bénéfique. Donc ça, pour moi, tu peux y aller les yeux fermés. Et surtout, on sait que les blessures majoritaires des grimpeurs, bah, ça va être dans les doigts, dans certaines articulations, les coudes, les épaules, les poignets. Et travailler ta souplesse va te permettre, quoi qu'il arrive, de réduire le risque de blessure. Donc, c'est que mon avis, mais ça, vous pouvez y aller Ah non, c'est vraiment clair. les yeux fermés. Je sais pas ce que vous en Tout ce qui pensez, va les être mecs. mobilité, déjà tu vas évoluer dans tes capacités de gestuelle et en plus tu préviens des blessures. Les blessures, ton corps, s'il est en capacité d'absorber plus facilement des chocs, moi tu te feras moins mal quoi. Faut avoir En fait, faut avoir ton armure musculaire. Clairement. Si tu as de la masse musculaire, que tu es un peu gainé, bah évidemment tu vas absorber, mais il faut aussi être capable de se déformer, tu vois. C'est un peu comme une balle rebondissante. Tu vois, ce côté un peu rigide, mais en même temps mou, qui fait que bah du coup, voilà, t'auras jamais mal quoi. Mm. Mais après, il y a un autre truc moi qui me vient Ah ouais, en tête complètement. qu'on n'a pas forcément abordé. Euh, c'est le grimper pour explorer. Je m'explique, c'est que on est souvent dans la valorisation de la réussite des projets. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans des C'est vrai. projets de grimpe qu'on entreprend, ce qu'on veut, c'est réussir à terme. Mais des fois, ça peut être chouette que de se faire des séances juste où tu vas peut-être aller dans des blocs 2 ou 3 niveaux au-dessus de ton niveau max. Et le but, c'est juste de faire 1, 2, 3 moves, de faire juste les moves intrinsèquement. Pas forcément enchaîner le bloc,
mais de travailler juste des séquences. De ouf. Ou alors, tu peux aussi aller dans des projets que tu as déjà Ouais. fait, et là, tu inverses complètement l'ordre des mains, ou alors tu fais de la désescalade, ou tu trouves un nouveau challenge dans le projet, mais tu changes ce truc de, ok, il faut faire le départ et aller au top. Le top, on s'en fout, tu vois. C'est de l'exploration, c'est de créer de la gestuelle, créer du mouvement, et ça va t'aider à tenir plus fort dans des positions encore plus bizarres, dans ton bagage que tu maîtriserais pas forcément encore. Et ça, je trouve que c'est peut-être le conseil numéro un. Dans le plaisir de la grimpe, c'est retirer la perf et voilà, se focus Ouais. sur le plaisir d'aller tester plein de choses, quoi. Bah, au-delà de la perf, moi je dirais plutôt peut-être recalibrer ton objectif. Encore une fois, pareil, c'est un truc que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc je vais pas m'attarder. Mais effectivement, faut arrêter de penser qu'une séance réussie, c'est une séance où tu as topé des blocs. Parce que, imaginons un mec qui essaye un bloc d'une cotation ou d'une couleur qui n'arrive pas encore. Peut-être que des fois, effectivement, il va pas y arriver, mais s'il bouge un peu dedans, il va aller explorer des mouvements inédits, il va aller confronter son corps à des situations nouvelles qui vont le faire progresser, peut-être pas à court terme, effectivement, peut-être qu'il va pas passer le bloc cette séance-là, mais il va progresser. Il faut arrêter de penser que la progression, c'est forcément topper le bloc. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, et je pense que ça peut être de très bons objectifs, encore une fois, en se référençant au SMART, à se trouver peut-être que moi, par exemple, pour donner un exemple personnel, je m'en excuse, je suis une daubasse absolue en coordination. Tu vois, dans les ouvertures modèles, tout ce qui va être skate, run and jump, jeter, vous voyez de quoi je parle. Je suis éclaté au sol. Je déteste ça et ça va pas me faire progresser en falaise. Okay, donc, je vais pas me dire que je vais chercher à progresser là-dedans. Je m'en fous un petit peu, mais de temps en temps, je me dis, bah, ce serait quand même bien de le travailler un petit peu. Et du coup, à chaque fois, mon objectif est toujours le même. C'est pas de sortir le bloc, c'est de réussir au moins le mouvement dynamique qui a été imposé par l'ouvreur. Et en fait, que je sorte le bloc ou pas, je m'en fous complètement. Mais déjà, de base, sortir les blocs dans une salle de blocs, j'en ai rien à péter. Moi, honnêtement, que je le top ou pas, à partir du moment où ma séance est faite, mon plaisir est pareil. Mon plaisir ou mon non-plaisir. C'est-à-dire que enchaîner un bloc noir sur des prises en plastique, j'en ai rien à foutre. Vraiment, j'en ai absolument rien à péter. Je suis pas là, ah putain, c'était une bonne séance. Non, pour moi, une bonne séance, c'est quand j'ai plus de bras parce que je me suis défoncé sur le spray wall pendant 1 heure et que j'ai bien kiffé et que je sais que ça va me servir en falaise. That's it, c'est tout. Mais voilà, trouvez l'objectif et arrêtez de vous dire qu'il faut absolument topper les blocs, quoi. Si vous voulez progresser, encore une fois. Si vous voulez juste du plaisir et avoir votre petite dose de dopamine, ouais, topez tous les blocs. Complètement d'accord avec toi, Victor. Une bonne séance, c'est 90% d'échecs. Ouais, après ça dépend si tu veux progresser ou pas. Tu vois, moi j'ai cette vision aussi où je me dis bah, l'échec me sera constructif, me fera apprendre des choses, mais il y a des gens qui veulent, tu vois, c'est déjà compliqué pour eux de faire du sport. Alors ça peut être aussi juste une bonne séance, se dire bah j'ai déjà été capable d'aller à la salle de sport, de me dépasser, de voilà, faire des projets dans lesquels je me sentais à l'aise. Et c'est très bien. Tu vois, faut que 2 poids 2 mesures, ça dépend aussi d'où tu pars, tu vois. Oui, mais oui. Mais par contre, je vois une question intéressante oui. pour répondre à encore Valentin une fois, là, dans les commentaires. On parle rarement du travail des jambes et des doigts de pied dans l'entraînement. Effectivement, les jambes, on les travaillait très peu avant en entraînement. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est intéressant, notamment sur ce que tu disais sur les mouvements de coordination, de run and jump, où il y a des appuis qui sont de plus en plus impactants. Maintenant, pour répondre à ta question plus précisément sur est-ce que c'est intéressant et pertinent de faire du renforcement pour être bon dans le mental, ça dépend vraiment de d'où tu pars en fait. Si tu es complètement débutant, je te dirais que ton renforcement musculaire il va se faire en grimpant. Et par contre, si tu es beaucoup plus avancé dans la perf et que tu connais déjà toutes les gestuelles de base de l'escalade, là, peut-être que le renforcement aura de l'intérêt pour monter en intensité. Mais avant de faire du renfort bête, pur et dur, il y a du bagage gestuel et des choses à mettre en place sur le mur et de manière ludique en grimpant.
Ouais, là où je suis. En fait, ce que tu dis, c'est la pensée commune, tu vois. C'est ce que tout le monde répète sans arrêt. Le physique, c'est pas important, ça doit venir dans un deuxième temps, nanani, nanana. Et oui, effectivement, dans l'absolu, c'est pas bête hein, de penser comme ça. Mais il faut quand même aussi se rappeler qu'il y a des gens qui vont commencer l'escalade tard, à 40, 50 ans, peut-être 60 ans, et que ces gens-là, surtout s'ils n'ont pas eu une activité physique régulière pendant tout le reste de leur vie, putain, à un moment, ouais, aller faire du renfo, ça va clairement vraiment les aider. Et au-delà de ça, si tu fais du renfo... Attends, je finis juste. Si tu fais du renfo, que tu vois que tu gagnes en force, plus important que de devenir plus fort, tu vas te sentir plus fort. Et moi, je sais que j'ai un truc un peu débile, mais avant de faire une voie dure, je fais quelques handstand push-ups. Tu te mets en handstand et tu fais des handstand push-ups. Et quand j'arrive à en faire 2-3 d'affilée, je me sens ultra fort, tu vois, et ça me met dans un bête de mood pour aller tabasser du caillou. Et pourtant, je peux vous assurer d'une chose, c'est que faire des handstand push-ups, ça ne vous sert absolument à rien en escalade. Ça sert absolument à rien. Mais ça permet, moi, ça me permet de me sentir fort et ça se répercute à la fin dans la grimpe. Et pour plein de gens, ça peut être ça. Si tu arrives à faire des tractions alors que... ont du mal avec la logique d'entraînement, c'est-à-dire que quand je parle de renforcement musculaire, pour moi, le renforcement musculaire, il peut avoir lieu de plein de manières différentes. Okay, beaucoup de gens vont voir renforcement musculaire égale musculation. Mais le renforcement musculaire peut se faire avec des exercices spécifiques sur le mur. Et c'est en ce sens que je dis que quand tu es débutant, pour moi, ça ne sert à rien d'aller faire de la muscu, d'aller faire des pompes, des tractions, ça ne sert à rien. Parce que ce travail-là, tu peux le faire de manière beaucoup plus ludique en grimpant. Je prends un exemple concret. Je vais mettre dans mes planifs d'entraînement quasiment jamais d'excentrique. Donc l'excentrique, pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple si on prend l'excentrique au niveau du bras, c'est quand tu vas essayer de lutter à l'ouverture de ton bras. Okay, ça va te permettre de générer beaucoup de puissance au niveau du bras. Pour rester assez simple, tu peux par exemple faire des désescalades no foot en contrôlant, tu vois, sur des prises. Et tu vas faire du coup du renforcement, mais en grimpant. Et on peut trouver plein de variables, plein de variantes, mais c'est là où je te rejoins. Je suis d'accord qu'il faut du renforcement, mais que ce mot renforcement il en faut de manière ludique et intéressante. Pas pour tout le monde. Je pense que faire de la muscu n'a pas de sens au début, mais par contre faire du renforcement avec des exercices spécifiques sur le mur et en grimpant sera vachement plus intéressant parce que tu vas développer 1, ton physique, 2, apprendre à te connaître dans ta grimpe et 3, fatalement devenir plus fort et plus à l'aise. Mais voilà, je pense peut-être un peu comme comme la communauté, que faire de la muscu au début a peu d'intérêt, tu vois, quand tu commences. Oui. Disons que ça doit pas être... De toute façon, il y a plusieurs écoles. Ouais. Baptiste, il devient suisse. On va passer à autre chose. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À Bloc, Baptiste, il fait la Suisse. À Papel. Il y a du débat, il y a de l'engouement, c'est bien. De toute manière, c'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres épisodes. Et si vous voulez aller plus loin sur ma pensée, venez suivre ma newsletter. Il y a des multiples manières de s'entraîner, que ce soit dans tous les sports. Il y a plusieurs écoles, donc c'est normal que les avis divergent. C'est l'heure de ma chronique et pour cette chronique, j'ai décidé qu'on allait étoffer le podcast avec des questions de nos chers viewers qui sont là, ici présents. Nival Climbing présente Crash pas des business. J'en ai sélectionné aussi pour vous. Je pense que ça serait bien qu'on fasse des réponses concises pour avoir un maximum de questions pendant ces 20 prochaines minutes. Éviter de parler, de développer trop. De développer trop, essayer de donner des conseils précis, efficaces. Moi les gars, j'ai sélectionné déjà un conseil. C'est peut-être pour vous, c'est quoi le pire conseil qu'on vous ait donné? Déjà, comme ça évitera que notre communauté aille sur ce genre le pire d'exercice. conseil, c'est que chacun, comme on vient de le voir, peut avoir sa vision. Mais il faut écouter le conseil qui, toi, te correspond.
N'écoute pas n'importe qui en fait. Alors c'est très facile à dire et ça peut paraître débile comme ça, mais le conseil qui ira à un grimpeur n'ira peut-être pas forcément à toi. Donc des fois tu peux entendre des bêtises qui toi t'iront pas. Typiquement, souvent moi je me Mm. plains du fait que ce soit mort. Mais, non, mais ça, c'est pas un conseil qu'on. Je vais y venir. Souvent, moi, je C'est me pas un plains du conseil qu'on fait t'a que donné. je trouve les blocs morphos parce que je suis petit. Donc, on va dire, oui, mais il suffit Ah. juste de forcer. Ouais, mais c'est pas un conseil, c'est un conseil débile. Tu vois, à partir du moment où le bloc est morpho, voilà. Donc, tu peux avoir des conseils des Hmm. fois qui seront pas corrélés par rapport à qui tu es en tant que grimpeur. Si le mec il fait 2 mètres à côté de toi et qu'il est grand, bah ouais, peut-être qu'il va te donner un conseil qui sera complètement débile parce que toi qui fais 1,50, bah tu pourras pas passer comme lui. Donc, voilà, donc c'est en ce sens que j'amène Ah, ça m'arrive le souvent ça. conseil n'est pas toujours pertinent. Donc écoute les bons grimpeurs en tout cas, enfin, ou ceux qui te correspondent. Papel, ton pire conseil qu'on t'ait donné dans ta vie de grand grimpeur de CETA? Bah, je réfléchis, mais on m'a pas spécialement donné de Il s'est fait conseils tout en seul, fait. Papel. Là, comme ça, un mauvais conseil. Papel, il est C'est arrivé ouf, dans mec. la salle d'escale, il a fait Non, c'est bon. Bon, en attendant Je que tu sais faire, je réfléchisses. maîtrise. J'ai vu, je suis venu, j'ai vu, et j'ai vaincu. non, pas du Pire tout. Pas conseil du de tout. Road to 8C, Mais- downside tes chaussons. Prends une pointure en dessous. Il a plus d'orteils apparemment, depuis. il a eu des séquelles avec ça. Et Ouais. c'est vrai qu'il faut être confortable dans son chausson pour progresser, en tout cas quand on débute. Il y a une question de Primal qui nous demande comment progresser en coordination. Papel, toi, c'était pas Alors, trop les- ton schéma. Est-ce Non, qu'Amael, Ouais, toi, tu as alors, des conseils en les cordeau? problèmes des cordeaux, Est-ce que toi, t'en ouvres c'est que, régulièrement? il y a une infinité de mouvements de coordination possibles. Déjà, est-ce que tu veux progresser en coordination de pied, en coordination de main? En tout cas, ce qui est important pour moi, si tu veux être bon en cordeau, par exemple, ça va être d'apprendre à jongler. De faire des choses où tu vas utiliser ta vision périphérique et être capable d'anticiper le mouvement qui va arriver après. Donc c'est des exos très cons, mais que je peux proposer à certains grimpeurs qui se sentent à l'aise, c'est de se dire, bah vas-y, tu vas apprendre à faire des exercices de jonglage ou de visualisation pour anticiper la séquence. Parce que un mouvement de coordination, c'est un point A, plusieurs mouvements qui s'enchaînent et un point B pour s'arrêter. Et au milieu, bah des fois tu vois pas parfaitement les prises, tu es en vision périphérique, il faut anticiper, commencer à tracter. Donc il y a plein de manières de le travailler, mais peut-être te mettre en tout cas je pense qu'avoir une salle qui est capable de créer des coordinations et des mouvements dynamiques dans des étages et des niveaux un petit peu plus faibles va te permettre de progresser. Mais toutes les salles ne le font pas forcément, et je trouve que c'est très tributaire Mhm. des ouvreurs et de leur capacité à créer des mouvements que tu peux voir par exemple en Coupe du Monde et à les simplifier, mais tout en les imposant. Et ça, c'est un vrai travail hyper intéressant, mais pas toujours si simple à mettre en place. Vas-y, Ouais. Papel. Moi, je suis un nul en cordeau qui va donner du coup un conseil de nul, mais qui arrive à faire des cordeaux de parrain. temps en temps. Non, je précise, hein. Mais moi, en tant que nul, et quand je dis nul, c'est très très nul, ce qui m'a aidé à en passer quelques-unes, c'est de pas essayer de les faire direct comme l'ouvreur a voulu. Donc, soit carrément en partant du sol, au lieu de partir, tu vois, de la prise et de faire la cordeau, bah, de faire qu'une partie du mouvement, ou si la prise de fin, elle est toute petite, bah, en fait, d'arriver sur une prise qui est un tout petit peu au-dessus, mais qui est meilleure, et en fait... Ouais, ça passe trop vite. Attendez, Ouais, prendre- faites-moi un clap vite fait. Ah, beaucoup plus, ouais. Je te fais un clap. Ok, c'est bon. Et du coup, voilà, de réduire un peu la Je te fais un difficulté clap. en trichant, quoi. Et en comprenant l'idée de base de la coordination, comprendre un peu le transfert de poids, machin. Mais encore une fois, voilà, moi je suis nul en cordeau, j'aime pas ça, donc prenez ça avec des pincettes et demandez à des gens beaucoup plus forts que moi, ce qui n'est pas très compliqué à trouver. Ouais, bah après, la cordeau, faites-en, entraînez-vous si ça vous amuse. Ça doit rester un amusement, la cordeau, parce que c'est pas vraiment spécifique. On sait très bien que les cordeaux, c'est un petit peu au bonheur la chance quand c'est Vas-y. quand c'est difficile. C'est beaucoup de répétitions, donc si vous aimez pas, n'allez pas dans les cordeaux. Les gars, j'ai des questions générales
Le Ouais, but mec. du jeu, c'est que vous répondiez en une seule phrase. Ok. Ah bah on est des pipelettes, on va Est-ce que essayer de vous se, êtes on va prêts? essayer de Est-ce se que vous vous sentez concentrer. capable? Ok. Pour vous, c'est quoi progresser en escalade? C'est monter en cotation, être plus fluide, moins tomber sur ses blocs. En une phrase, qu'est-ce que c'est pour vous? Ouais, ouais. C'est un peu le thème de la vidéo, donc Pro- je vous invite à y réfléchir et à Progrès- répondre. Progresser en escalade, pour moi, c'est être Progresser. à l'aise et Vas-y, prendre du Amel, c'est plaisir. quoi pour toi? Progresser. Mais du coup, voilà. Bah, j'allais dire être à l'aise aussi, mais du coup, Très bien. être à l'aise dans le plus de cotations possible. J'appelle. Ok. Bah, progresser, je pense que pour moi, ça se fait par le petit sentiment d'accomplissement que tu as à la fin de ton bloc, quand tu réussis les mouvements que tu as travaillés. Et je pense que c'est là où tu sais que tu as vraiment ce truc où tu as progressé. Non. Est-ce que la Non. progression passe Non, forcément par Même la pas une phrase, performance? juste non. On en Non, a déjà non. parlé, mais en une phrase. Est-ce que vous pouvez résumer? Si, je dirais que oui. Mais pas forcément la. Bah ouais, parce que si tu progresses, tu évolues. Donc, Non, Ah, mais on n'a pas donc le je droit de peux pas développer. dire non. Hein. On n'a pas le droit de développer. Ok. tu. Euh, Ah, je. Ok. Bah, tu peux progresser. On n'a pas le droit de Vas-y, développer, c'est les bon, gars. c'est bon. Ou Vas-y, faut le vas-y, faire, vas-y. faut le Vas-y, faire, vas-y. faut le développer de manière Ouais. habile en une phrase, hein, les gars. Faut-il. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Un jeu, c'est un jeu. Est-ce que la progression passe forcément par la performance? Oui, je pense qu'un indicateur. putain. Enfin, réussir son Mais pour bloc moi, c'est que pas tu as forcément travaillé progresser. depuis 2 semaines, je pense que c'est aussi un indicateur sur ça. Troisième question. Faut-il. Non, j'ai pas grimper- perdu. T'as Les perdu, gars, t'as Réfléchis, perdu. arrête Attends, de te les tirailler, commentaires que Papel, vous je mets êtes ta d'accord podcast avec sur moi. YouTube. T'as ta formation pour expliquer à toutes les personnes qui veulent comment grimper. Il a besoin. 18 visionnages en cours en tout cas, les gars. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. On reprend là après un mois d'absence, donc il nous faut nous envoyer de la force. On a besoin d'être référencé pour tenir le rythme, la cadence. Abonnez-vous. Objectif 1000 abonnés pour avoir l'opportunité de vous présenter des invités pour aller plus en profondeur sur les rubriques et les thématiques qu'on a faites. Troisième question, les gars. Une phrase. Faut-il mieux grimper souvent Grimper malin. ou grimper malin? Ouais, ok. En quelques mots. Parce que je t'as le trouve droit de que développer en trop une phrase, grimper, c'est risque de blessure, c'est fatigue, c'est contre-productif. Ouais, bah non, mais c'est vrai que je vois qu'il y a plein de jeunes qui débutent l'escalade de ouf. et ils vont se faire des séances tous les jours. Et ils arrivent, ils ont mal, ils ont des tendinites. Et là, je lui dis, mais frérot, déjà bois de l'eau. Et il se passe des séances. En fait, tu dois mettre tes séances de grimpe, des séances entre ça, des séances d'entraînement, séances de grimpe, séances d'entraînement, tout dépend- repos, etc. Pas grimpe. Tout dépend de ton niveau. Si tu débutes, je me fais mal. Qu'est-ce que te t'en prends penses, pas la Papel, tête, en une phrase? va grimper. Tu grimperais En plus fait, souvent ou va grimperais juste plus grimper, malin? ça ira très bien. Et par contre, plus tu progresses, plus limite, moins faudra que tu grimpes souvent et plus tes séances devront être structurées si tu veux continuer de progresser. Donc ouais, ça dépend de ton niveau en fait. Un peu fort le café, putain, j'ai bu tellement de café, mec, t'imagines pas. En plus, je suis fatigué et quand je suis fatigué, je parle vite. Nouvelle question. On a vu un petit peu ce sujet, mais ça nous permettra de résumer et de Oui. nous faire une nouvelle Oui. ou une autre réflexion sur ça. Est-ce que le mental Totalement. est plus important que la force? Quel est votre avis, Ah, les gars? je suis pas vraiment. Mais non, mais si tu peux être Non, le mais- plus fort du monde si t'as un Oui, mental donc, de le chips et mental que tu est crois plus pas en important toi, que la t'iras force. jamais en haut de tes projets. C'est vrai que les plus courageux, c'est pas forcément ceux qui ont les plus gros Le muscles. mental, c'est la clé de tout. Euh, Franchement, tu vois, moi, je le vois avec les pompiers, tu vois, dans certaines interventions. T'as des gars qui sont hyper baraques. Ça veut pas dire que le jour où il faudra être présent sur un moment qui fait peur, ça sera les plus efficaces. On a tous nos capacités et nos faiblesses, mais en tout cas, ce qui régira nos capacités de réussite, c'est là-dedans, hein. Si tu es persuadé que tu es capable de réussir quelque chose, d'une manière ou d'une autre, tu réussiras. La valeur de la réussite, elle sera différente,
Mais par contre, c'est sûr que tu vas réussir. Je prends une question du chat de Smita. Comment débrancher le cerveau et cesser d'avoir peur quand on sait que la peur est irrationnelle et qu'on ne risque pas grand-chose? Les gars, en une phrase, comment débrancher le cerveau? En une phrase. S'y confronter de plus en plus souvent, tout simplement. C'est normal hein, d'avoir peur au début, c'est normal que ça puisse durer un petit moment. S'y confronter, ça finira. Ça partira jamais totalement. Il y aura toujours des petits moments où tu pourras avoir un peu peur, c'est normal. Mais il y a un moment où ce sera plus un petit truc vite fait un peu chiant et pas. Ouais, comment tu dans les débranches moments de stress S'y et de confronter. peur. Et du coup, ça veut dire faire des petites peurs. En fait, pas brûler les étapes. C'est-à-dire que ça sert à rien de se faire un gros vol, par exemple, un gros tir de 20 mètres sur une voie et te faire la peur de ta vie. Mais tu vois, un petit vol de plus en plus. Tu vois, l'école du vol, c'est le bon exemple. C'est-à-dire que, ok, ma chute est de plus en plus importante. Et puis à un moment, du coup, tu vas prendre du plaisir ou en tout cas être capable de supporter ce stress-là. Et du coup, ça se passera bien. Bon, moi, mon conseil, ce serait d'écouter nos podcasts. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On vous donnera de plus en plus de conseils au fur et à mesure du temps qu'on avance. J'ai encore des questions. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a quelques minutes encore. En une phrase, les gars, est-ce qu'on peut progresser sans coach, sans plan, sans application? Ah, moi, je vais répondre. Moi, Oui. Moi, j'ai progressé tout seul. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai appris par mimétisme et je suis quelqu'un d'assez instinctif dans ma façon d'avoir progressé en escalade. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de très scolaire. Donc, en fait, suivre des plans, etc., des formations, je préfère aller tryharder et apprendre par moi-même comment mon corps réagit et la technicité que je dois développer pour certains moments. Après, je pense aussi que cette manière-là, tu perds quand même du temps quand tu es moins structuré, mais tu prends plus de plaisir quand même C'est ce que en j'allais te dire. découvrant. En fait, ça dépend de ce que tu as envie. Moi, l'escalade, je ne l'ai pas pris comme un sport, j'ai plutôt pris comme une discipline et un lifestyle et ça allait très bien. Ma manière de progresser, tu vois, c'était on tryhard, on boit des bières et après on va manger avec les copains, tu vois. En fait, tu pourras très bien progresser seul si tu es quelqu'un de nature assez structuré. Si tu n'es pas très structuré de base, ce sera un peu plus compliqué. Et quoi qu'il arrive, tu iras toujours plus vite avec un coach. Mais tu peux tout à fait apprendre tout seul et te démerder tout seul. C'est juste si tu as quelqu'un. Moi, je pense que Avec un bon coach, hein, évidemment, parce que des coachs nuls, il y en a Maël, plein aussi. Hein. allez, Je parle pas que de la gramme, je parle de tous Allez, les Maël. domaines de la tu vie. vois, dans son entraînement, parce que tu peux avoir aussi les connaissances, avoir la capacité de t'entraîner seul, mais des fois avoir un regard extérieur sur ce que tu mets en place, ça te permet aussi d'avancer. Mais c'est pas forcément avancer plus vite, mais c'est avancer mieux. Donc oui et non, ça dépend de qui tu es. Après, ouais, je rencontre là des coachs vraiment investis là, plus j'avance dans ma carrière d'entrepreneur. Et c'est vrai qu'un bon coach fait la différence. Quelqu'un qui saura être à l'écoute, savoir dire de manière ludique que ça c'est pas bien, ce que tu fais c'est de la merde, ça apporte beaucoup de choses dans ta progression. Est-ce que les grimpeurs qui progressent sont ceux qui tombent Oui. le plus? Bah oui, il faut. Oui. Là, tu connais pas tes limites. Oui. Pour connaître tes limites et Si tu évoluer, tombes pas, faut tu s'y progresses confronter. pas, Donc mec, fatalement, hein, faut aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Clairement. Ouais. Fatalement. Moi les gars, je suis juste là pour poser des humbles questions. J'en ai une. Il va falloir répondre de manière un petit peu plus… Voilà. Est-ce que les filles progressent différemment que les Elles gars? progressent plus vite au début parce qu'elles ont Je vous laisse deux souvent un phrases pour gabarit développer. où elles peuvent moins compenser par Différemment du physique. Donc elles vont prendre vachement plus en technique et elles ont généralement plus de souplesse ou de mobilité, notamment au niveau des hanches, avec des capacités à faire des grands écarts. Mais par contre, la progression, elle reste linéaire sur une échelle de temps importante, que ce soit homme ou femme. C'est juste qu'on va évoluer sur des variables différentes à différents moments. Oui, bah oui, elle progresse différemment. Si je caricature un peu le truc, globalement, une meuf au début, elle va être plus forte en dalle et un mec, il sera plus fort en dévers. Les filles, elles seront globalement plus techniques.
elles auront souvent plus de mal à effectuer des mouvements un peu dynamiques parce qu'elles auront un peu plus peur, Elles un vont peu plus péter les arquets, d'appréhension. elles seront capables Mais de mettre effectivement, des elles buts seront à un des peu mecs plus souples. sur des blocs Donc, arqués, oui, elles sont capables complètement, elles de vont progresser fracasser les différemment. arquets là où d'un mec il met pas les Non, doigts. mais- Aussi. Non, mais- Aussi. Ouais. Ici, là, dans les régions de la grimpe, je me Ah ouais, non, fais mais- prendre des branlées Ouais. par des nanas de 16 ans. Hein. Mais qui sont, quand je te Ah, dis pas, bah elles sont oui, plus fortes que oui, moi, oui. un petit peu, elles sont plus fortes que moi de beaucoup. Ouais. Tu vois et c'est ça que je Clairement. kiffe, tu vois, ici à Grenoble, enfin Bah, dans les aussi régions souvent- très montagneuses, c'est que ça des filles qui tabassent. Quoi. Ouais. Vu qu'elles ont des plus petites mains, Oui. forcément, elles peuvent prendre des prises plus petites aussi. Donc, ça peut les avantager. Ça les désavantagera sur les aplats. Mais non, oui, ça va progresser différemment. C'est bon, j'ai ma montre aussi, Baptiste. Alors, on va terminer sur des questions un peu plus spécifiques là pour aller un petit peu plus loin dans ce podcast et vous proposer des choses un peu plus orientées. Une question me vient à l'esprit. Est-ce que c'est mieux de faire dans votre séance du volume ou de bosser qu'un seul projet? Ça dépend le projet. Qu'est-ce que vous donnerez comme Ça dépend conseil le Ça projet. là dépend des Tu- séances. Bah, si c'était ma séance de ce soir là. Si tu veux après faire de le la podcast. voix, fais du volume. Parce que tu vois, tu vas enchaîner de la longueur. Par Ça, contre, ça dépend des si séances. tu vas faire un truc hyper physique avec un crux hyper spécifique, bah travaille du spécifique quoi. Moi, je dirais fais les deux au cours de ta semaine et des séances qui sont axées sur l'intensité et certains sur du volume. Ou si tu as peu de séances dans ta semaine, fais les deux en fait. Fais par exemple la moitié de ta séance, tu fais du volume, l'autre moitié, tu fais de l'intensité. Enfin, démerde-toi pour que globalement, dans ton volume de grimpe d'une manière générale, tu aies les deux. Parce Voilà, qu'il faut c'était les bien, deux. c'était bien d'avoir plusieurs avis, ces petites questions-réponses. Une autre question avant de se quitter, j'en prendrai encore deux. À quel moment faut-il commencer à structurer son entraînement? À quel moment, à quelles étapes, les gars, pour vous, c'est quoi le déclic pour se dire j'ai envie de m'entraîner, je dois Ça se progresser, passe dans la tête. il faut Peu importe que je ton me niveau, structure. c'est à quel point tu es capable de t'investir dans ton projet. C'est peu importe le point de départ, si dans ta tête tu dis je suis investi, j'ai un goal et je veux y aller, bah là vas-y banco. Il faut que tu aies vraiment envie. Quoi. Ouais, moi je dirais que ça dépend des gens. Moi j'ai toujours structuré mes séances parce que d'une manière générale, je structure ma vie. Donc c'est logique pour moi que ça se reflète sur les séances. T'as des gens, ils s'en foutent en fait. Ils n'ont pas envie de les structurer. Ils n'ont pas spécialement envie de progresser. La grimpe, ils ont ça que pour le plaisir et c'est très bien aussi. Donc ça dépend des gens. Mais pour moi, l'élément qui serait déterminant, ce serait si tu as envie de progresser, mais que tu stagnes depuis un moment, que tu es à un plateau et que tu changes rien et qu'il se passe rien. Et que tu as envie de sortir de ce plateau. Là, effectivement, je pense que ça peut être peut-être un bon moi, indicateur exactement, je voulais en venir. qui te dit qu'il Prends faudrait une question de tank parce que Et Est-ce que c'est Il s'adresse, indispensable d'avoir un pantalon il s'adresse Nival pour directement progresser? à La réponse moi. est oui. c'est et je te gentil, le hein, ça confirme. arrive pas souvent. Hein. Je valide. En tout cas, c'est indispensable si tu as envie de soutenir des gens comme nous qui ont envie de donner, de faire leur petite aventure dans le monde de l'escalade française et qui mettent du cœur à travers ce qu'on vous propose. Bah, là, ce soir, par exemple, hein, c'est fait en parallèle de Nival, justement, pour vous proposer encore plus de contenu et de rassembler une communauté encore plus grande et plus forte pour ce petit clan qu'on est en train de faire avec tous les copains là. C'est ça aussi l'escalade, c'est de savoir profiter de ces moments de communauté et de se rejoindre autour d'une discipline commune, l'escalade. Retour sur les 3 dernières questions, les gars, et je pense que ça, c'est des questions importantes. À quel point la lecture d'une voix En termes est de plus pourcentage importante que le physique? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de beaucoup de lecture, et c'est très vrai peu. que c'est quand même très important de Ouais. décortiquer le blog et de s'imaginer les mouvements Je avant pense d'aller que la grimper. différence, par Parce que exemple, ça moi, aussi je un conseil vois entre qu'on aurait pu le haut donner. niveau et les forts grimpeurs, ça va être leur capacité d'adaptation et de compréhension du problème avant même que de grimper, et pas leur bagage physique. Donc je pense, pour moi, que si t'es compétiteur et dans la perf, bah, la lecture de voix a plus d'importance que ton bagage physique à un temps donné. Si tu prends un athlète de haut niveau, oui, il est très fort physiquement, mais il est surtout capable de comprendre notamment des cordeaux ou des mouvements ou des problématiques qui sont créées par les ouvreurs rapidement. Donc du coup, il consomme moins de jus, il optimise ses runs, sa performance, et donc il passe là où toi tu passeras pas parce que tu vas mettre 200 runs pour comprendre
la bêta et où est-ce qu'il va falloir charger, comment et voilà. Donc je pense que ouais. Moi, je dirais encore une fois, ça dépend d'où t'en es. Si t'es un mec ou une fille qui débute, la lecture, tu t'en bats les couilles. En fait, tu sais pas lire, mec. C'est comme si on te demandait de lire du chinois. Si t'as pas déjà appris le vocabulaire du mandarin, tu vas rien lire du tout. Donc, imaginons que tu doives au moment de ta lecture, déterminer, là, faudra se mettre en drapeau, là, faudra aller caler une lolotte. Mais tu sais pas ce qu'est un drapeau, tu sais pas ce qu'est une lolotte. Tu vas juste regarder bêtement le mur et bêtement les prises et te dire main gauche, main droite, relance. Et ça te servira absolument à rien. Donc, d'abord, construis ton bagage technique. Et ensuite, apprends à lire, ça dépend d'où t'en es, comme énormément de choses. Quel podcast incroyable, là, vous avez de la valeur, donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. C'est bientôt la fin, on restera un petit peu plus longtemps pour discuter avec vous. Pour le moment, une autre question me taraude. Est-ce que le Pangulish est indispensable? Est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce que c'est le Pangulish et pourquoi c'est indispensable? Bon, j'ai répondu à la question. Pour moi, le Pangulish n'est pas indispensable à partir du moment où tu as un mur pour grimper. Bah, le Pangulish, ouais, c'est des lattes de bois. Non, juste pour contextualiser, le Pangulish, un panneau légèrement en bois que incliné, vous voyez, des versants, et sur lequel tu travailles en no foot sans les pieds et que sur le haut du corps. Ça va permettre de faire des tractions, mais sur des plus petites prises, en gros. Et je pense que c'est pas forcément l'outil indispensable. À partir du moment où tu as de quoi grimper, tu auras de quoi t'entraîner. Une poutre côté bloc, voilà. Mais, une poutre côté bloc, par exemple. Exactement. Ouais. Un pantalon Nival, la formation de Papel, le coaching d'Amael. Évidemment, évidemment que tu progresses si tu n'as pas besoin du Pangulish. Exactement, mec. Spécifique et que j'ai un athlète ou quelqu'un qui me dit voilà, j'ai telle et telle possibilité d'entraînement avec une salle de muscu, une salle de crossfit ou autre. Généralement, je fixe mes programmes d'entraînement sur une poutre, voilà, pour suspendre, ou une barre de traction. Et après, le mur et du renforcement au poids de corps. Ce qui fait que tu peux faire ton entraînement n'importe quand, où tu veux. Tu n'auras pas l'excuse de « Ah, mais j'étais pas dispo. Oh, mais je pouvais pas. » Non, tu peux t'entraîner vraiment avec rien. C'est une question de volonté et de mise en place. Ouais, moi c'est simple. Je n'ai jamais fait de Pangulish. Jamais. Pas une seule pour le fois. fun Si, des fois, c'est fun. Pareil. Non, jamais, mec. J'ai jamais fait de Pangulish. Pour les doigts, je fais poutre et pan. Poutre spray wall. Ouais, bon. Basse. Ouais, voilà. Il a répondu à la question. J'en ai jamais fait. Les gars, bon, allez. Dernière question et après, on va arrêter le podcast. Est-ce qu'on progresse? Est-ce que tu progresses? Est-ce que vous progressez quand vous changez peut-être de style de gestuelle ou surtout de salle d'escalade? Bon, Papel, lui, il n'a pas 36 000 salles là où il est. Mais je sais, c'est quelque chose qui revient assez souvent, que de changer de salle régulièrement aide à ta progression parce que le style des ouvreurs varie et du coup, la gestuelle et le panel de mouvements que tu dois faire pour réaliser tes blocs. Amael? Mais en fait, au-delà de changer de salle, je pense que c'est bien quand tu es grimpeur que d'aller voir d'autres salles pour voir d'autres ouvreurs. Mais si tu n'as pas de possibilité de changer de salle, c'est que ta salle, et beaucoup de salles ne le font pas forcément, fasse venir des ouvreurs indépendants. Pour deux raisons. Pour les ouvreurs de ta salle, parce que du coup, ça va leur ouvrir sur des nouveaux mouvements, des nouvelles gestuelles, les confronter à créer des nouveaux problèmes, parce que l'ouverture, c'est un savoir-faire et du coup, ça se partage, et tu apprends des autres. Et toi, en tant que grimpeur, tu verras aussi d'autres manières de voir l'escalade, de voir la grimpe, et du coup, je pense que c'est important que de faire tourner les ouvreurs ou d'avoir la capacité de changer de salle pour se confronter à d'autres problématiques et sortir de sa zone de confort. Papel, c'est pareil avec les falaises, hein. Faut pas tout le temps aller grimper à la même falaise, je suppose. Exactement. Avoir le plus de variété possible, d'une manière générale. Que ce soit dans les disciplines que vous allez faire de la voie, aller faire du bloc, aller faire de la grande voie, dans les profils, aller faire du dévers, aller faire de la dalle, aller faire du vertical, aller faire du dièdre, aller grimper des fissures, aller tâter des cailloux différents, du calcaire, du basalte, du grès, ce que vous voulez, apporter le plus de diversité possible dans votre grimpe, d'une manière générale. Clairement. On voit que ici, entre grimpeurs, on promeut la diversité, dans tous les sens du terme. Et ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On reste encore quelques minutes
pour discuter avec vous. Et là, on va terminer le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour nous envoyer de la force. Objectif 1000 abonnés. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.